Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence à laquelle on va entendre Elisabeth Martichoux, on va faire une petite biographie, histoire de se remémorer les choses, qui est donc née en Seine-et-Marne en 1961, qui a fait une fac de lettres, qui a intégré ensuite l'École supérieure de journalisme de Lille, qui a été journaliste à France Inter, puis à RTL en 2006. Elle est devenue par la suite chef du service politique. Elle a co-animé deux débats télévisés importants. Elle a reçu le prix Philippe Caloni, qui récompense le meilleur intervieweur de l'année en 2017. Et aujourd'hui, on peut la voir à LCP, LCI, TF1 et même Public Sénat, où elle est éditorialiste politique. Elisabeth Martichoux, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette présentation. Bonsoir. Ça va, il n'y a pas d'erreur, tout va bien? Non, malheureusement, pas d'erreur sur la date de naissance non plus. Super. Alors, écoutez, pour se mettre un peu dans le bain, la toute première question que je vais vous poser, c'est celle que l'on pose aux étudiants en journalisme quand ils veulent rentrer dans une école. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi le métier de journaliste et celui de journaliste politique vous anime? Donc ça me rajeunit du coup, à propos d'état civil. Écoutez, ça va être très simple. J'ai eu la chance, ce que je souhaite à tous les ados, d'avoir une idée assez précise, très jeune, de ce que je voulais faire, donc le journalisme. Par curiosité et par envie de raconter. Alors, raconter le monde, c'est un peu emphatique. En tout cas, raconter, puisque c'est ça, l'essence du journalisme, c'est raconter ce que l'on voit, d'écrire le réel. Voilà. Donc, et après, j'ai fait des études de lettres et l'école de Lille. Donc, vous êtes aussi une heureuse lauréate. Super. Alors tout de suite, on va parler de votre livre, puisque vous avez coécrit avec Catherine Mangin, qui est également journaliste, un livre en 2024, L'art de perdre en politique, que vous avez à côté de vous. Alors la première question, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur l'art de perdre en politique, sur la défaite des politiques? Pourquoi ce sujet? Pour faire le lien avec le thème de ces idées qui mènent le monde, à savoir renaître, ce qui m'a frappée en tant que journaliste politique, c'est de voir à quel point en réalité la politique c'était la défaite. Et la capacité extraordinaire des hommes et des femmes qui pratiquent la politique de renaître, de repartir. De renaître, justement pas forcément, mais de repartir, de rebondir. L'art de la défaite en politique, c'est l'art du rebond. Avec quand même une caractéristique en politique, c'est que quand on perd un amour, quand on perd une entreprise, quand on peut changer d'orientation. On change forcément de conjoint, mais je veux dire, on se remet en cause et éventuellement on se réoriente. Moi, j'étais fascinée de voir que les politiques se prennent, pardon pour l'expression, parfois des tôles, mais monumentales, et repartent dès le lendemain, ils montent sur le cheval, et c'est reparti. Et donc ça m'intriguait quand même. Et ça m'intriguait aussi d'un point de vue humain, parce que la défaite, c'était aussi une curiosité que j'avais depuis très longtemps, très en amont, sur l'épreuve de la défaite. La défaite, dans le fond, c'est une expérience que chacun peut faire. Il n'y a rien de plus humain. On se retrouve face à soi-même quand on perd. Et d'ailleurs, c'est aussi la défaite un matériau artistique extraordinaire. Les plus belles pièces de théâtre sont des tragédies, les plus beaux films sont des drames. Et donc la défaite, c'est extraordinairement consistant. Et pour dire les choses un peu de façon basique, la victoire est moins intéressante que la défaite. Et la défaite, donc, c'est une expérience humaine très, très riche, qui vous en apprend sur vous-même. Et ces politiques, on ne s'en rend pas forcément compte, ou peut-être que je me trompe, mais on perd beaucoup plus qu'on ne gagne en politique. Pour un gagnant, il n'y a que des perdants. C'est d'ailleurs un jour Jean-Marie Le Pen qui ainsi avait pris cette image. Elle était très vraie. On lui parlait de sa défaite en 2002. Il disait, mais défaite toute relative. Après tout, sur 12, il y a 11 perdants. Et c'est vrai. Arriver à... Alors, juste un petit mot
parce que la défaite en politique, ça peut être la défaite d'un projet, la défaite d'une réforme, la défaite d'une dissolution, la défaite d'un mouvement. Le mouvement Nuit debout, à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mouvement de protestation sur les grandes places des grandes villes. Au moment où ça se produisait, on disait il se passe quelque chose. Bon, ça a fait pchit. Bon, mais nous, avec Catherine Mangin, on s'est concentré sur l'élection parce qu'on estime que la légitimité politique, elle procède de l'élection. Et donc, on s'est intéressé aux défaites électorales. Ce serait peut-être intéressant de faire un livre aussi sur les autres, les processus d'échec politique plus généralement. Mais là, on s'est intéressé à ces hommes et ces femmes qui perdent, qui reperdent, qui re-reperdent et qui sont toujours dans le paysage. Et ça n'est pas comme ça partout. Aux États-Unis, un président perd, il fait autre chose. Il se réinvente, bon, il gagne de l'argent, on en pense ce qu'on veut, mais enfin, il fait autre chose. Il quitte la politique active. En France, non. Et c'était même, et après je vais arrêter de parler, je me dirais je suis un peu là pour ça, mais avant, il fallait perdre, il fallait être couturé, il fallait avoir des cicatrices pour gagner dans le fond. François Mitterrand, Jacques Chirac, ils perdent, ils gagnent. Est-ce qu'ils auraient gagné s'ils n'avaient pas perdu 2 fois auparavant à la présidentielle? Peut-être pas. En tout cas, il n'y a pas de grande carrière politique sans grande défaite. D'accord. Justement, en France, d'une manière générale, sans forcément parler de politique, la défaite, c'est quelque chose qu'on vit de manière très péjorative. C'est un échec. Les politiques, pas forcément. Vous venez d'en parler, mais ils essaient toujours de se relever, c'est le but. Comment on explique une différence telle ? Mais c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire, par exemple, toujours aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les failcons. Moi, ça m'avait captivé, ça existe depuis très longtemps. Les failcons, ce sont des conférences sur l'échec. C'est-à-dire que les gens viennent, des individus, des chefs d'entreprise, des stars, ils viennent sur une estrade pour vous parler de leur échec, raconter l'échec. Et les gens, voilà, parce que l'échec, c'est constitutif de la réussite. C'est comme ça, les Américains sont cortiqués de cette façon-là. Et donc, on cherche à savoir comment font ces grands capitaines d'industrie, ces Steve Jobs, etc. Pourquoi ils se relèvent? Si on n'a pas perdu aux États-Unis, finalement, on n'est pas considéré comme complètement fini. Et on n'a pas toutes les clés pour réussir. Chez nous, on invisibilise l'échec. En tout cas, en politique, c'est très net. C'est-à-dire quelqu'un qui échoue en politique, bon, le soir d'une élection, vous avez le discours de défaite qui dure quelques instants. Je crois que le plus court, c'est Lionel Jospin en 2002, ça a duré 2 minutes 30. Mais vous avez et puis après, le disparaît. Et puis toute la soirée se fait évidemment autour des vainqueurs, des explications de l'échec. Mais celui qui échoue, voilà, il disparaît. Et même si le lendemain, il essaye de gagner enfin. Mais donc, il y a quelque chose d'un peu infamant dans l'échec. Mais il n'y a pas que, d'ailleurs, en politique. La particularité quand même en politique, et c'est un peu comparable au sport, il y a quand même pas mal de correspondances entre le sport de haut niveau et la politique, le mental notamment, mais c'est que ça se passe à ciel ouvert. Par exemple, un candidat à une législative, à des municipales, a fortiori présidentielle, mais il ne va pas forcément chercher son pain. Mais le lendemain, un candidat qui perd la législative, le lendemain, il va chercher son pain chez sa boulangère, elle sait qu'il a perdu. Ça se passe à ciel ouvert. Tout le monde sait que vous êtes battu et que vous êtes le perdant. Donc il y a quelque chose de violent. Et puis l'échec en politique, là je dévie un peu, mais parce que notre but, c'était pas du tout d'humaniser les politiques, on s'en fiche. Ils sont ce qu'ils sont et ils se débrouillent. Mais de fait, la défaite en politique, c'est dur. Tout le monde le sait. C'est une façon aussi, quand vous essuyez un échec, surtout pour une grande élection, vous dit on ne vous veut pas. On ne veut pas de vous. C'est votre personne, c'est pas seulement un projet. Il ne faut pas croire que, vous savez, on dit c'est la rencontre, la présidentielle entre un peuple
et une personnalité, quand on vous rejette, c'est violent, c'est très violent. Vous avez investi du temps, votre famille a été partie prenante, elle en a pris plein la tête, vous êtes épuisé, votre équipe, et le lendemain, il n'y a plus rien. C'est vrai, c'est pas un mythe. Le téléphone ne sonne plus. Je me rappelle, Claude Chirac nous raconte pour le livre que quand son père perd, par exemple en 88, eh bien, elle n'est plus invitée aux anniversaires. C'est aussi par procuration, ça m'a beaucoup intéressé, ça. L'échec, il est vécu aussi par les enfants. Vous savez, on dit que les enfants, c'est eux qui racontent le mieux les histoires des parents. Bref, j'ai dévié un petit peu. Mais la défaite en politique, c'est vrai que la défaite en général, c'est disqualifiant. On ne valorise pas l'échec en France. C'est dommage, parce que naturellement, dans l'échec, il y a tous les ferments ensuite pour repartir, pour renaître. À partir du moment où on analyse son échec, on essaye de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et donc c'est disqualifiant, c'est infamant, alors que dans d'autres pays, et notamment les anglo-saxons, c'est valorisant. Je pense que là, il y a quelque chose à travailler en France qui est intéressant. D'accord. Sur les types d'art de perdre, parce qu'en fait, votre livre parle de ça. Alors, il y en a différents. Il y a, on va dire, les politiques qui n'arrivent pas à se relever, qui sont complètement effondrés. Il y a ceux qui font sombrer leur parti. Il y a ceux qui réussissent à se relever et justement qui le prennent comme une expérience positive. Parlez-nous un petit peu de ces différents arts de perdre-là. Combien il y en a quels sont-ils? Alors, il y a les mauvais perdants. Il y en a deux qui sont évidents. Je parle de la Ve République et récente. Les deux mauvais perdants, c'est un peu enfantin de les qualifier comme ça, mais c'est Giscard et Jospin. Valéry Giscard d'Estaing, on l'écrit comme ça, mais c'est vrai. J'aime bien cette expression. Quand il est confronté à la défaite, c'est un peu une poule devant un couteau, parce qu'il n'a jamais connu de défaite dans sa vie. Je ne vous refais pas son parcours, mais un parcours de virtuose. Et il a, par ailleurs, entre autres, sous-estimé son adversaire. Donc, il ne comprend pas. Il le vit comme une injustice fondamentale. Il va ensuite, d'ailleurs, d'après les témoins qu'on a rencontrés, mais c'est de notoriété publique, ça a été écrit, il va faire une forme de dépression l'été suivant. Mais sur le coup, donc, il le vit extraordinairement mal et il va rater sa sortie. C'est le fameux « au revoir » qu'il avait mis en scène complètement. Il voulait scénariser son départ, ses adieux aux Français. Il fait un discours, il écrit un discours assez classique, qui deviendra d'une certaine façon assez classique parce que ça servira un peu de modèle pour les perdants, c'est-à-dire que, disons, il relativise son échec personnel, il le met en perspective, il parle plutôt des périls qui attendent le pays. Mais surtout, il y a cette fameuse mise en scène, donc avec, vous vous rappelez, cette chaise, ce fauteuil, il se lève après avoir dit au revoir, et il n'avait pas calculé du tout le temps de distance entre le moment où il fait debout et il sort de la scène. À l'époque, on ne faisait pas répéter les politiques, hein, il n'y avait pas ce rapport trivial à la télé. Et c'est terrible parce que ce dos tourné aux Français, voilà, c'est pas la personnification, mais c'est l'image de la défaite. Voilà. Giscard s'en va et tourne le dos aux Français. Lui qui avait écrit un livre, pour les regarder les yeux dans les yeux, c'était plutôt raté. Et donc, il y a ce départ raté qui est symbolique, certes, mais qui va rester dans l'imaginaire collectif comme voilà, la représentation d'une défaite amère. Et il n'aura de cesse de renaître en politique, puisque une fois passé l'épreuve de l'été, il va d'ailleurs faire quelque chose de très, très, très remarquable, c'est-à-dire qu'il va se refaire élire en région, en Auvergne, mais avec la nostalgie permanente de retrouver une place
capitale. Et il aura toujours... il aurait voulu être ministre, par exemple. À un moment, quand Jacques Chirac était Premier ministre, il avait fait passer le message qu'il voulait être ministre. Et Jacques Chirac, qui ne voulait pas, avait prétendu que François Mitterrand ne le voulait pas au Quai d'Orsay. Et il a jamais vraiment digéré. Vous connaissez sans doute cette anecdote. Alors, ça, c'était avant. Alors ça, c'est une anecdote, mais il l'a raconté. C'est avant la défaite. Et c'est vrai qu'elle est savoureuse parce qu'on n'imaginait pas Giscard comme ça. Il entend parler de la trahison de Jacques Chirac. Énorme trahison. Je veux dire, on parle de trahison aujourd'hui, c'est de la petite bière à côté. Et Jacques Chirac, et donc Valéry Giscard d'Estaing, vous savez, il y avait des combinés à l'époque avec le téléphone. Il prend son téléphone, il met un mouchoir sur le combiné, et il appelle une permanence du RPR. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut voter? Et le type s'énerve un peu parce qu'il doit répéter 2 fois, il n'en croit pas ses oreilles. Vous votez François Mitterrand. Voilà. Et il raconte ça dans son livre, donc ça c'est archi connu. Mais des années après, il n'a jamais digéré la trahison, qui le fait perdre, en grande partie. Et il est dans un avion avec Édith Cresson. Édith Cresson, c'est chez elle qu'avait été organisé par un intermédiaire le rendez-vous avec François Mitterrand et Jacques Chirac pendant la campagne. Et il rencontre Édith Cresson dans un avion affrété par la présidence pour aller à des obsèques d'un chef d'État africain. Et il s'adresse à Édith Cresson. Édith Cresson, ça va? Oui. Édith Cresson, qui n'est plus première ministre à l'époque. Et il lui dit le président Mitterrand m'a autorisé à vous interroger sur ce fameux dîner. Et Édith Cresson, qui n'était pas née la dernière pluie, lui dit ça c'est complètement faux. Il n'a jamais dû poser la question à François Mitterrand, qui n'a jamais dû lui dire c'est absurde. Et donc elle lui dit je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je raconte cette anecdote parce que vous voyez comme la défaite, les raisons de la défaite, les ferments de la défaite, des années après, travaille encore quelqu'un comme Giscard qui, dans le fond, n'a jamais surmonté cette défaite de 1980 qu'il a vécue comme extraordinairement injuste de la part des Français. Il n'a pas compris qu'on ne l'élise pas, lui, parce qu'il était le meilleur. Et Lionel Jospin, son départ n'a pas été compris. Alors on peut l'expliquer, le psychologiser, éthique de la responsabilité, orgueil, mais lui aussi, d'une certaine façon, il rate son départ parce que c'est tout à fait incompris qu'il décide à ce moment-là de dire adieu à la campagne, et même je quitte définitivement la vie politique. C'était à l'époque la manifestation, la volonté de quitter complètement la politique. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les cris mais extraordinairement aigus qui fusent dans la salle quand il dit ça. C'est un choc, c'est une stupeur. Jean-Marie Le Pen vient de supplanter le Parti socialiste, Premier ministre, le Premier ministre de la Dream Team après 5 années de gouvernement et des résultats économiques positifs, etc. Il se fait éliminer. Jean-Marie Le Pen est au second tour. Et à ce moment-là, Lionel Jospin dit « Je quitte définitivement la vie politique ». Ça a été un choc considérable. Les militants n'ont pas compris. Les élus socialistes, beaucoup n'ont pas compris. Encore aujourd'hui, ils se sont sentis abandonnés par Lionel Jospin. Et donc, voilà, c'est un peu rustique, mais on l'a mis aussi dans la catégorie des mauvais perdants. Et Lionel Jospin aussi a essayé de revenir. Il n'a pas essayé de renaître, il ne faut pas exagérer, mais il a essayé de revenir au moment de la primaire. Surtout que Ségolène Royal pointait son nez et qu'il était très hostile à la candidature de Ségolène Royal, qu'il estimait pas au niveau, et il a essayé de revenir à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'est quand même fascinant de voir ces hommes politiques qui ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de retrouver. C'est très noble, hein, la politique. Moi, je comprends, mais je vous laisse poser vos questions parce que sinon, pas de souci. Je vais vous épuiser. Il y a aussi ceux qui vivent la défaite comme quelque chose de tout à fait positif. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon.
Alors Jean-Luc Mélenchon, oui et non. Mais vous avez raison, sur le long terme, il la vit comme façon positive parce qu'il gagne en fait. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours une forme de dépression après, il est épuisé, il disparaît. Comme la dernière fois, je vous passe le flambeau, faites mieux, puis finalement, il est toujours là. Bon, Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, il progresse au fil des élections. Voilà. Donc c'est un encouragement pour des partis qui n'ont jamais accédé au pouvoir, se disent que la prochaine fois sera la bonne. Et si vous voulez, ils se maintiennent et en fait, pour eux, c'est un encouragement. Il y en a qui vraiment le vivent, je ne vais pas dire bien, mais en tout cas, par exemple, Nicolas Sarkozy aujourd'hui est dans des turpitudes, c'est moins qu'on puisse dire, mais oublions ses affaires judiciaires. C'est quand même quelqu'un qui a un tempérament de combativité hors norme. C'est-à-dire qu'il tombe électoralement et il repart. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais la politique, c'est le goût de la chose publique, c'est le goût du pouvoir, c'est le rapport extraordinaire qu'on peut établir avec les électeurs, avec les Français. Ce sont des idées, ce sont des projets, c'est parfois des visions. En ce moment, on a un peu de mal à les voir, les visions, mais ce sont des convictions, c'est tout ça. Non et dans le fond, je fais encore une... Mais c'est pas parce qu'on est ici à Pau et que François Bayrou organise ces formidables rencontres, mais François Bayrou nous a dit une phrase qui est tellement vraie pour expliquer pourquoi ils sont toujours là. Parce que, encore une fois, moi, ça me fascine. Et elle dit, mais pourquoi vous avez perdu des élections, François Bayrou, des élections présidentielles? Et il me dit une phrase très simple. Il dit, mais est-ce qu'on demande à un peintre d'arrêter de peindre? Et c'est vrai, c'est ça la politique aussi, c'est la passion. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi ils restent, parce qu'ils s'en prennent plein la tête. Vraiment. Et en fait, non. C'est une forme de vocation, la politique. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Il me semble qu'il l'avait dit une fois. François Bayrou l'avait dit. Oui, je pense qu'il l'avait dit. Ouais. C'est une vocation. Et donc, il reste François Bayrou, Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy, si différents soient-ils, et Dieu sait si Bayrou et Sarkozy sont différents. Ce sont des homo politicus qui rebondissent. Voilà, qui maîtrise l'art du rebond. Alors, Nicolas Sarkozy, il en fait même une forme d'esthétique. Alors, quand vous l'écoutez, Nicolas Sarkozy, perdre, c'est beaucoup mieux que gagner. Bon, ça, c'est tant qu'il n'avait pas, perdu. Mais voilà, ce sont quand même des hommes, on pourrait trouver des femmes, qui trouvent dans l'échec des formes de ressources et de capacité à repartir au combat. Bon, Nicolas Sarkozy, là, je pense que c'est terminé complètement. Il a essayé un retour en 2016, alors qu'il avait dit que lui aussi, il quitterait la vie politique. Il avait eu cette phrase, Nicolas Sarkozy, quand il était candidat pour sa réélection. C'était en Guyane. Il était sur une pirogue. Il y avait des tas de journalistes devant lui. Non, c'était pas à ce moment-là. Ils étaient, je crois, dans une maison du préfet. Et il parle de l'après. Les journalistes lui demandent, mais alors, qu'est-ce que vous ferez si vous êtes battu? Parce que les sondages n'étaient pas bons. Et il a dit, vous savez, je l'enlèverai la seringue. Parce que l'image, là aussi, est très forte, mais elle est très vraie. C'est une drogue, la politique. Et il ne l'a pas enlevé. Il ne l'a pas enlevé. Voilà, il est resté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Une question peut-être maintenant plus sur la politique au niveau actuel. Qui sont, selon vous, les grands gagnants et les grands perdants, on va dire, de la politique actuellement? Alors, c'est pour le prochain livre. Parce que comme il y a tout le temps des perdants, on peut réactualiser. Écoutez, il y a un perdant, évidemment, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a un parcours très singulier parce que contrairement à tous ceux dont je vous ai parlé qui ont des tas de cicatrices, des flèches, par exemple Manuel Valls, incroyable. Et moi, je me rappelle quand on a
proposé le livre à l'éditeur, il nous a dit « mais il y en a un quand même, c'est dingue, je ne comprends pas comment Manuel Valls il fait pour se regarder dans la glace ». J'avais trouvé ça quand même assez brutal, mais voilà, Manuel Valls, il incarnait la défaite à répétition, le type qui va dans le mur en klaxonnant, vous voyez. Eh bien, non, on se disait, mais jusqu'où il avait accepté comme ça de se prendre des défaites. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le contre-exemple, c'était quand même Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on le compare un peu à Benjamin Button, je ne sais pas si vous connaissez ce film, il vit sa vie à l'envers. Il a fait une vie politique à l'envers. Il n'a jamais sollicité le suffrage universel avant d'être élu président de la République. C'est une dinguerie. Il n'a jamais eu d'échec électoral, ou même on n'est pas obligé de perdre, mais on est quand même... Il avait dit d'ailleurs, face à un journaliste du Monde, il a dit « je ne ferai pas le cursus honorum des politiques ». Vous vous rappelez? Sous-entendu, ça c'est terminé, c'est ringard, on n'a pas besoin de se planter à répétition pour enfin arriver au bout de sa vie, entre 60 et 70 ans, à avoir le poste qu'on convoite depuis le début. C'est terminé, moi je fais autrement. Il a fait autrement. Il a fait autrement, mais donc il était vierge de toute défaite. Et maintenant, il les accumule. Alors, il a commencé, dans son quinquennat, à accumuler des défaites que vous connaissez. Ça a commencé assez tôt, mais l'affaire Benalla, c'est une défaite. Les Gilets jaunes, c'est une défaite. Des réformes, la réforme des retraites, déjà la première. Ensuite, la gestion du Covid. Et puis, il réussit un deuxième tour de force, de se faire réélire une deuxième fois, comme vous le savez, hors cohabitation, c'est de l'inédit. Donc c'est quand même un animal, de ce point de vue-là, il a un parcours spectaculaire, mais c'est un peu comme si aujourd'hui, je ne dis pas que les Français veulent lui faire payer ça, mais là, il accumule quand même énormément de défaites, à tel point qu'il devient le sujet d'une détestation impressionnante. Emmanuel Macron est le grand perdant de l'actualité politique, même s'il a la légitimité, on ne peut pas la lui contester, que par ailleurs, il peut avoir un bilan sur l'Europe, sur des questions économiques, mais sur le rapport aux Français, c'est un échec complet. Et donc voilà, vous me posez la question. Ensuite, je dirais que la défaite, elle est un peu collective aujourd'hui. Jamais les politiques n'ont accumulé autant de défiance. C'est quand même très, très impressionnant. C'est très préoccupant. Alors après, les perdants aussi, c'est quand même voilà, le fonctionnement de nos institutions parlementaires. On ne va sans doute pas avoir de budget, on va voir, mais la perspective que Sébastien Lecornu et Olivier Faure réussissent le tour de force de faire voter un budget, ça paraît de plus en plus compliqué. Compliqué, ouais. Puis sinon, individuellement, il y a des tas de... Aujourd'hui, le perdant, le gagnant, c'est quand même Jordan Bardella et Marine Le Pen. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Et c'est très solide, hein. C'est un socle très solide qu'ils ont accumulé. Marine Le Pen, elle a perdu. Moi, j'ai l'impression quand on la regarde, qu'elle a quand même un peu le visage de la défaite, c'est-à-dire qu'elle a anticipé le fait de ne pas pouvoir se présenter. Donc, elle, de ce point de vue-là, c'est une grande perdante. C'est quand même une femme qui, depuis le début de sa vie politique, et depuis des années, depuis qu'elle a pris la succession de son père, tend vers la conquête. Certains diront qu'elle ne veut pas vraiment gagner, etc. Enfin bon, là, elle pourrait l'avoir si l'élection était dimanche. Hein. Après, vous savez, c'est loin, encore 1 an et demi. Et peut-être sans doute qu'elle ne pourra pas se présenter. Donc, quand même, là, pour le coup, c'est une défaite par anticipation. Donc, on peut considérer que c'est une perdante si ça se confirme au pénal. Enfin, au mois de mars prochain, le procès, sans doute la réponse en juin. Mais à part le RN, il n'y a pas de gagnant.
Il n'y a que des perdants aujourd'hui. D'accord, donc on le verra, ça se confirmera ou pas à la prochaine élection présidentielle. Ensuite, peut-être plus sur votre métier, comment on fait? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une énorme défiance, incontestable. Les Français n'ont plus confiance en la politique. Comment on fait quand on est journaliste politique pour essayer de les intéresser à la politique, justement? Comment vous faites? Alors d'abord, on est sur une chaîne comme sur LCI, c'est bien. Parce qu'on a la chance d'avoir des téléspectateurs qui s'intéressent à la politique internationale et nationale. Parce que ce sont les deux jambes sur lesquelles on marche éditorialement. Et on pense, on a l'immodestie de croire que les gens qui nous regardent s'intéressent effectivement à la chose publique. Après, votre question est difficile. Nous, on essaie de ne pas faire un travail trop d'entomologiste, c'est-à-dire qu'il faut essayer de tirer les leçons du spectacle politique qui nous est offert. Alors bien sûr, on pose des questions très précises, on n'a jamais été aussi savant sur les procédures parlementaires, compte tenu du fonctionnement de l'Assemblée nationale, sur les procédures budgétaires, compte tenu du parcours. En général, un budget, c'est simple, hein, il y a une majorité qui la vote, l'opposition ne vote jamais un budget. Bon, ben là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on essaye de ne pas trop entrer dans cette technique, même si elle est intéressante à décortiquer. Après, c'est pas simple, hein, parce que je ne veux pas me mettre une balle dans le pied, mais par exemple, moi je fais l'émission, je fais la matinale de TF1 vendredi matin. On a un invité politique, alors ça ne sortira pas d'ici, mais l'audience c'est ça, puis l'invité politique c'est ça. Et puis ça repart après. Bon, ça a toujours un petit peu été le cas, mais les gens en ont marre. Les gens ne comprennent pas, ne veulent plus les voir. C'est ça, les gens sont en colère. Il y a un ras-le-bol considérable. Ça ne veut pas dire que quand je vous dis ça, parce que là on est dans une matinale généraliste sur TF1 qui est vraiment la matinale, la télévision généraliste et qui draine le plus de téléspectateurs. Donc du coup c'est assez homogène. Quand on a énormément, on a des millions de téléspectateurs, c'est pas le cas de la matinale, mais sur TF1 on a tout. Quand on est sur LCI, on n'a pas de baisse d'audience comme ça. Mais je pense que nous, en tout cas, peu importe les enjeux d'audience, les ambiances, nous, ce qu'on doit faire quand on est journaliste politique, c'est éclairer les projets, les idées, mettre les politiques devant leurs contradictions, les pousser dans leurs retranchements, qu'ils soient sincères, débusquer la langue de bois, éclairer sur ce qui a fait, ce qui précède une décision, sur les conséquences d'une décision. Ça, c'est notre boulot. Donc, il faut qu'on travaille la matière, il faut qu'on travaille aussi les projets, voilà, et aller chercher. Je veux dire, le journalisme politique, par définition, il doit avoir mauvais esprit. C'est comme ça. Il doit aller chercher tout le temps ce qu'il y a derrière. Pourquoi il le dit ? Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il le dit comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour ne pas, évidemment, que l'homme politique soit tenté d'endormir. Je ne dis pas qu'il a l'intention de le faire par nature, par fonction. Je ne dis pas ça. Mais je dis que nous, en tout cas, si on soupçonne le moindre discours insincère, mensonger, etc., notre boulot, c'est d'aller de le faire, d'aller chercher. Mais le nombre de conneries, qui sont dites par les politiques parfois, c'est quand même consternant. Et donc, il faut aller leur dire, mais non, vous avez tort, ça, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas facile, en fait, parce que vous avez un politique, vous lui dites, mais votre chiffre est faux. Si, moi je l'ai vu dans un institut, machin. Vous n'avez pas vu tous les instituts, tous les trucs. Donc, vous savez que ce qu'il a dit est faux, mais il invoque quelque chose qui peut-être existe quand même quelque part. Non, votre raisonnement est faux. C'est pas toujours si facile que ça. Hein, et puis, il ne faut jamais avoir l'impression d'être dans le débat. Nous, quand on est face à un politique, on ne doit pas débattre avec le politique. On n'est pas un acteur.
Hein, on est un journaliste, on doit être en retrait, donc on doit simplement s'arrêter à la question une fois, deux fois, trois fois. S'il ne veut pas répondre, tant pis, on passe à autre chose. Mais voilà, donc nous, on essaie d'éclairer. Après, comment la politique peut reprendre du lustre ? Honnêtement, si j'avais la réponse, je la vendrais cher. Je pense que... Non, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est qu'on dit beaucoup aujourd'hui qu'on ne tranche pas les débats fondamentaux, structurants, parce qu'ils seront tranchés pendant la présidentielle. Moi, je ne le crois pas. C'est ma crainte. C'est que je ne vois pas pourquoi ceux qui aujourd'hui racontent n'importe quoi toute la journée ne le feraient pas pendant la campagne. Tout d'un coup, ils ne vont pas être frappés par la grâce en disant bah, tiens, je ne vais pas faire de clientélisme, je vais dire la vérité aux Français sur la situation. Je ne vois pas. À la limite, voilà, François Bayrou l'a fait, il a payé pour voir. Je ne dis pas que j'adhère à tout ce que dit François Bayrou, mais il faudrait avoir le courage de dire certaines choses. Qui a du courage aujourd'hui ? Mais d'un autre côté, attention, hein, si vous avez du courage, vous n'êtes pas élu. Donc la politique, c'est aussi se faire élire. Hein, qui est-ce qui va voter pour le type qui vous explique que... Voilà, il faut faire plutôt 250 milliards d'économies que 40 milliards. Déjà, 40 milliards, ça passe pas. Donc, oui, c'est quand même un art très difficile. Moi, j'ai énormément de respect. Et d'ailleurs, pardon, j'ai l'esprit d'escalier. La politique, c'est un art, justement. C'est pas une science. C'est ça qui rend la chose passionnante. C'est que si c'était une science, on prendrait des recettes avec des petites doses et on mettrait ça, et puis on gagnerait. La politique, c'est un art, c'est imprévisible. Il y a des tas d'éléments qui rentrent en compte. Vous avez des très bonnes idées. Elles ne viennent pas au bon moment. Vous la formulez mal. Vous avez une mauvaise méthode. Et puis, il y a plein de choses qui vous arrivent. Là. Il y a plein de scories qui vous tombent dessus et qui font que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous vouliez faire au moment où vous vouliez le faire. C'est un art très difficile. Et c'est un art qui doit combiner à la fois l'intelligence, le courage et un tempérament. Et puis, pour finir, c'est ça qui me passionne, moi. Pardon, je me laisse aller à ma passion, mais la politique, c'est de l'humain. Il ne faut jamais oublier que c'est de l'humain, la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est un mec sur un scooter qui se fait choper parce qu'il va voir sa maîtresse. Oui. La politique, c'est un mec qui dit une phrase complètement à côté, qui a fait une erreur de vocabulaire, il se trompe. La politique, mais l'art de faire de la politique, c'est vraiment très très délicat. Et puis c'est un tempérament. Si vous êtes une intelligence pure et que vous n'avez pas un tempérament, ben vous gagnez pas. Donc c'est difficile la politique. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui se vouent à cette activité. Question suivante, plus axée sur la communication. Aujourd'hui, on le voit. Par exemple, avec Jordan Bardella, de plus en plus, les politiques utilisent les réseaux sociaux et l'art de bien communiquer, de communiquer en tout cas, pour essayer de grappiller des électeurs. Est-ce que vous pensez que les politiques s'axent davantage, enfin, mettent plus d'énergie, peut-être trop, dans la communication, dans les réseaux sociaux, tout ça, plutôt que dans leur programme ? Est-ce qu'il y a eu une sorte de renouveau, justement, des politiques ? Je ne sais pas très bien, répondre à votre question. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles il faut faire. Les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut, il faut faire avec. Après, je trouve que la génération qui vient, qui connaîtra l'interdiction du portable dans les collèges, dans les lycées, moi je trouve ça génial. Les plus jeunes n'ont pas connu ça, c'est dommage. Parce que c'est vrai que ça vrille le cerveau. La communication politique, si vous n'êtes pas sur TikTok et vous ne faites pas 12 millions de vues, le truc le plus parlant, en fait, c'est que pour la première fois dans l'histoire américaine, l'élection présidentielle s'est jouée davantage sur les médias non traditionnels que traditionnels. C'est la première fois dans l'histoire américaine. Voilà. Donc, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Et donc, les politiques, évidemment, ils en tiennent compte. Maintenant, Bardella, Attal, ils sont très agiles, ils font énormément, effectivement, sur les réseaux sociaux. Bardella a une grande popularité auprès de la jeunesse, c'est une force. Attal aussi, je parle de là parce qu'ils ont le même âge, c'est un peu les mêmes, les mêmes façons de procéder, la même agilité. On pourra pas faire sans, mais imaginez Bardella, il arrive avec un
un rassemblement national, ex-Front National, qui draine des idées depuis très longtemps. Et Bardella simplement et TikTok, c'est rien, ça ne marche pas, on n'en est pas là. Je pense pas, vous savez, il y a eu des expériences comme ça aux États-Unis. Vous vous rappelez le clown qui, grâce à des algorithmes orientés par un chercheur américain, il avait réussi. Son nom m'échappe, vous ne vous rappelez pas? Comment il s'appelait? L'italien frisé. La question à 100 €. Ouais, je me rappelle plus, j'ai un trou. Enfin bref, il s'était fait élire. Lui, c'était une créature totale, artificielle, des réseaux sociaux. Ampoli décrit très très bien ça dans son livre. C'était assez effrayant. Bon, ça n'a pas duré, mais enfin, ça a un tout petit peu quand même permis ensuite à Mélanie d'avoir le succès qu'elle avait. Zut, je ne retrouve pas son nom, mais il bouffonne, je ne sais plus comment on l'appelait. Pepe Grillo. Merci beaucoup. Alors, Pepe Grillo, c'est une création pure. C'est très impressionnant. Et un jour, on lui a demandé, tiens, tu veux bien être le ventriloque d'un programme? Et le programme, ça consistait à lancer des idées. On voyait lesquelles avaient le plus de clics. Et en fonction des clics, on composait le programme. Et le type les restituait. Donc, encore une fois, il a réussi à se faire élire dans des élections locales, régionales. Puis à un moment, ça s'est épuisé. Mais on n'en est pas là. Non. Il n'y aura pas de... Je ne pense pas que même l'IA réussisse à sortir un candidat comme ça qui vient de nulle part. Mais la communication, c'est important. Je pense voilà, je suis un peu de l'ancienne génération. Je pense que les idées mènent le monde, mais que pour ça, il va falloir passer peut-être à une période compliquée. Mais peut-être qu'il faudra consulter les Français par plusieurs référendums sur des questions fondamentales, vraiment leur redonner la main, des questions essentielles qu'ils choisissent. C'est peut-être comme ça que les politiques reconquerront une forme de crédibilité. Je ne vois pas trop autrement. Peut-être une petite dernière question avant de passer justement aux questions du public. À propos de l'intelligence artificielle, vous venez d'en parler. Comment est-ce qu'on fait à l'ère de l'intelligence, à l'ère de l'IA, pour continuer à informer correctement, réussir à faire passer des vraies infos, à lutter peut-être contre les fake news? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Écoutez, là, on invente en marchant. Hein. C'est pas très bien. Nos professions, elles sont comme beaucoup, elles sont à la fois impactées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on se demande si nous, on va pas, et on sera remplacé par l'IA. Pas complètement, mais les journaux sont écrits par l'IA. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui dans les journaux, ce sera de l'IA. Et par ailleurs, nous, on est confrontés aussi au flux d'informations qu'il faut vérifier. Mais écoutez, il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base. Une information, ça se vérifie. On l'a un peu oublié. Parce que, pardon, pas vous, mais les jeunes journalistes, ils ne décrochent plus leur téléphone pour vérifier. Ils regardent sur Internet, et puis ils regardent les occurrences, et ensuite ils font les papiers. Il faut vérifier. Sur TF1, il y a énormément de check news, il y a des services qui fact-check l'information. On déploie évidemment des gens sur le terrain pour vraiment rendre compte, je disais, du réel, de la réalité, pour ne pas être supplanté. Voilà. Après, l'autre jour, j'étais avec un jeune maire de Provence. Il avait une interview avec une journaliste de la Provence. Le lendemain, je vous raconte ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, ça m'a beaucoup intéressée. Il se demandait quelle question piège pourrait lui poser la journaliste. C'est la première fois qu'il faisait une grande interview dans un grand journal régional. Et donc, il a posé la question à Ousha ou à ChatGPT, qui lui a dit, voilà, les questions pièges qu'on pourrait vous poser, vous, monsieur le maire de telle ville, il lui a donné 7. Sur les 7 questions pièges
que l'intelligence artificielle a identifié, un journaliste en a posé 5. Et donc là, vous vous dites, si le chat ou ChatGPT pose les mêmes questions que moi, ça va être un peu compliqué. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc nous, on doit aussi se remettre en cause, être beaucoup plus exigeants, aller au-delà de la facilité. Enfin voilà. Après, il faut se préparer. Nous, on existera toujours, parce qu'il faudra toujours mettre de la perspective, de la profondeur, comparer. Mais voilà, je suis incapable de vous dire dans 50 ans comment ça va se passer honnêtement. Mais qui peut le dire d'ailleurs? Certains disent déjà que l'intelligence artificielle ne tiendra pas ses promesses. Je pense qu'on fera... c'est comme ceux qui disaient qu'Internet, ça ne marchait pas. Si, ça va rester, mais dans les mêmes proportions, avec les mêmes dégâts. Je ne sais pas, il faut rester prudent, mais il va falloir faire avec, forcément. Mais écoutez, merci. Merci beaucoup. On va...